Et ce sont les vraies voix de la politique, comme tous les lundis. Ce soir, avec nous, Nicolas Corato, fondateur du comité de réflexion Place de la République, auteur du livre Grandes plaidoiries et grands procès, l'art de l'éloquence depuis le XVe siècle, publié chez Heredium. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Philippe. Et le politologue Guillaume Bernard est avec nous, politologue et co-auteur de L'Empereur et les brigands aux nouvelles éditions latines. Bonsoir Guillaume Bernard. Bonsoir Philippe David. Allez, on va commencer avec un son pour notre premier débat. Une salle, deux ambiances, c'était ce week-end au Parc Floral de Vincennes, la rentrée des jeunes républicains. Les applaudissements étaient pour Valérie Pécresse et les huées pour Xavier Bertrand, alors que leurs photos passaient sur un écran géant. Deux personnes qui ont claqué la porte des Républicains, jugeant Laurent Wauquiez trop à droite, qui pourtant récoltent deux réactions aux antipodes des militants. Bertrand hué chez les jeunes LR, peut-il encore être le candidat avec le soutien des Républicains? Et pour le moment, vous êtes 95,1% à dire non sur Twitter. On va commencer avec vous, Guillaume Bernard. Comment expliquez-vous ce deux poids, deux mesures pour deux personnalités qui ont quitté les Républicains pratiquement en même temps et pour les mêmes raisons? Je crois qu'il y a deux éléments qui peuvent être mis en avant. Le premier, c'est que la base de LR est plus à droite que les cadres de LR. Et donc, par conséquent, Valérie Pécresse, qui apparaît moins centrisée, moins centriste que Xavier Bertrand, eh bien, est moins conspuée par la base. Le deuxième élément, c'est tout simplement que Valérie Pécresse accepte de jouer le jeu de la primaire de LR, tandis que Xavier Bertrand a dit que, quoi qu'il arrive, il sera candidat, indépendamment du parti qui lui a permis d'obtenir la visibilité qu'il a aujourd'hui. Et donc, les militants considèrent qu'il est un traître à la cause et qu'il risque tout simplement d'empêcher le candidat désigné par l'hypothétique primaire de pouvoir accéder au second tour de la présidentielle. Nicolas Corato, comment est-ce que vous expliquez ce deux poids, deux mesures, alors qu'ils sont tous les deux partis des Républicains, en argumentant que le parti était devenu trop à droite? D'abord, Guillaume Bernard a raison de dire que Valérie Pécresse continue à jouer en partie le jeu du parti Les Républicains. Elle s'inscrit dans le cheminement de la primaire. Donc les militants, ils réagissent toujours de manière disproportionnée. C'est bien le propre d'un militant. Bon, les militants, ils sont là pour faire des campagnes, mais c'est pas eux qui font l'élection. C'est pas parce que vous êtes populaire chez les militants que vous gagnez une élection. Mais dans un parti, ça compte, les militants, parce que c'est eux ensuite qui vont aller coller les affiches, qui vont aller faire du porte-à-porte. Et on sait à quel point on a encore besoin de ces organismes, de ces partis, de ces organisations pour mener une campagne. Non, Valérie Pécresse, elle est peut-être, à la fois dans et en dehors de des Républicains. Elle a réussi à garder une forme d'autonomie tout en respectant les formes. Xavier Bertrand, il a expliqué, c'est son positionnement très gaullien, très gaulliste, qu'il était au-dessus des partis, qu'il était au-dessus de son ancien parti, que ça faisait longtemps qu'il en était parti, qu'il n'en avait pas besoin pour aller directement auprès des Français, et qu'il s'affranchissait de la primaire, qu'il n'avait pas laissé que de bons souvenirs à la droite, à sa famille politique en 2017. Donc voilà, il y a pas de... mais c'est pas ces huées qui feront l'élection, voilà. Je veux dire, mais alors justement, Guillaume Bernard, vous avez entendu Nicolas Corato. Quand on entend ces huées, on peut se poser la question, est-ce que des militants, et Nicolas Corato rappelait que les militants, c'est quand même eux qui collent les affiches, qui vont faire des tractages, qui font les boîtes à lettres, qui font le porte-à-porte. Est-ce que vous imaginez, quand on entend les huées, et dans les meetings, c'est souvent les militants les plus chauds qui y sont, qu'ils iraient faire campagne pour quelqu'un qu'ils conspuaient quelques semaines auparavant? Non, ça, je crois que, évidemment, a priori, les militants LR et les jeunes LR en particulier, on sait bien que les moins de 35 ans sont plus radicaux que, l'ensemble, des sympathisants de LR. Ceux-là n'iront pas faire campagne, c'est très clair, pour Xavier Bertrand. Peut-être feront-ils campagne pour un candidat désigné par les primaires, mais encore faut-il que cette primaire ait lieu. Sans doute risque-t-il d'être assez déçu si jamais il y avait des combinaisons entre les candidats à la primaire et Xavier Bertrand. C'est-à-dire qu'en fonction des sondages, peut-être qu'il risque d'y avoir des ralliements
non pas au candidat désigné par la primaire, mais à Xavier Bertrand, si jamais celui-ci était plus en avance que le candidat désigné par la primaire de LR dans les sondages au début de l'année prochaine, en janvier ou en février prochain. Peut-être même y aura-t-il des militants de LR qui se reporteront sur un candidat extérieur à LR. On a bien vu qu'il y avait déjà quelques personnalités, je pense au sénateur Sébastien Meurant, qui n'évacuent pas la possibilité qu'il y ait des LR qui soutiennent un possible candidat, Éric Zemmour. Donc là, je crois que la présidentielle de 2017 a fait éclater le Parti socialiste. La présidentielle de 2022 risque de faire éclater complètement LR. Vous êtes d'accord avec ça? Imaginons Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse, qui sont jugés plutôt comme étant de centre-droit, plutôt clairement de droite, et Guillaume Bernard l'a dit, vous étiez d'accord avec lui, les militants sont plus à droite que les dirigeants chez LR. Imaginons que ce soit un de ces deux candidats, et que Éric Zemmour soit candidat, ça pourrait faire imploser LR entre les Zemmouriens ou les Zemmouristes et les Pécressistes ou les Bertrandistes. Je suis pas persuadé, moi, mais il faudra le voir avec le temps qui passera et surtout avec la décision d'Éric Zemmour de se présenter, je suis pas persuadé que le lien entre la personnalité d'Éric Zemmour et l'électorat LR soit aussi ténu que ça. Moi, je pense que ça va rester marginal et qu'Éric Zemmour va surtout prendre des voix à Marine Le Pen, même si les derniers sondages sont assez étonnants par rapport à ça, puisqu'elle reste haute. Donc ça va être notre deuxième débat. Il faut mesurer ça. Mais non, moi, je crois que les Républicains, le parti des Républicains, est dans une situation complètement paradoxale, c'est-à-dire cette présidentielle est à la portée d'un candidat de droite, moi je le crois. Et pourtant, ce parti n'a jamais été aussi incapable d'organiser la vie politique de son propre camp. On l'a vu, les partis politiques, ça sert à deux choses, les partis politiques, à préparer des idées, à préparer des hommes et des candidatures. La préparation des idées, il n'y en a pas, et c'est les think tanks aujourd'hui qui les font, ou alors des candidats qui agissent à la marge ou à côté des partis. Et puis, le choix des hommes, on avait délégué tout ça à des primaires qui sont devenus de vrais serpents de mer. Et là, on se retrouve à la fin du bout, c'est-à-dire un parti qui n'a plus la légitimité d'imposer de lui-même un candidat, qui est obligé de recourir une nouvelle fois à une primaire à laquelle il ne croit pas et qui suscite des débats et qui a laissé de très très mauvais souvenirs à droite. Donc ce parti est un peu perdu dans la capacité et la méthode de désignation de son candidat. Pourtant, son candidat, ou le candidat de la droite républicaine, pourrait l'emporter en 2022. Guillaume Bernard, vous êtes d'accord avec cette approche de Nicolas Corato, qu'un candidat LR peut gagner, mais que malheureusement, il n'y a ni l'homme, ni la femme, ni le programme qui se détache pour l'homme ou la femme, et le programme, il est loin d'être construit? Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord dans le sens où je crains que, pour eux, que LR ne soit aujourd'hui très grandement discrédité tant qu'il ne clarifie pas sa ligne politique. Et à partir du moment où ceux qui sont supposés incarner l'aile droite de LR, Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, ont jeté l'éponge et ne vont pas à la primaire, il me semble qu'il y a un espace politique pour un candidat dit hors les murs ou hors système, comme Éric Zemmour. Encore une fois, on ne sait pas encore qui sera véritablement candidat, qui sera véritablement dans la campagne, ça on le saura en janvier ou en février prochain, et donc par conséquent, tout est possible. En revanche, il est clair que si les Républicains n'arrivent pas à avoir pour une seconde fois et deux fois de suite leur candidat au second tour de la présidentielle, là, c'est un parti politique qui sera quasiment moribond. Je vous rappelle que c'est la première fois depuis le début de la Ve République qu'il n'y a pas eu en 2017 un candidat, disons, de droite modérée, de droite parlementaire, au deuxième tour de la présidentielle. Donc là, évidemment, LR joue son avenir et il me semble que, voilà, il y a très clairement une stratégie qui est d'essayer de mordre sur Emmanuel Macron, aussi bien avec les positionnements de Xavier Bertrand hors primaire que de Valérie Pécresse à l'intérieur de la primaire, et que ça ne correspond pas tout à fait, me semble-t-il, à la base de l'électorat, parce qu'une primaire à laquelle il y aurait
très peu de participants. Je vous rappelle que la barre de 2016, c'est 4 millions de participants à la primaire LR. Une primaire qui désignerait un candidat avec, mettons, 10 ou 20% de participation par rapport à 2017, ce serait parfaitement ridicule. Mais alors, justement, le programme, qu'est-ce qu'il pourrait être? Parce que Nicolas Corato, faire plus libéral sur l'économie qu'Emmanuel Macron, est-ce que ça risque pas d'être compliqué? La difficulté des Républicains, c'est qu'il y a déjà un candidat à droite, c'est Emmanuel Macron. Donc c'est compliqué effectivement de prendre cet espace. Et c'est pas qu'une. Valérie Pécresse a dit qu'elle était 2 tiers Merkel, 1 tiers Thatcher. Oui, mais écoutez, Emmanuel Macron, parfois il est beaucoup plus Thatcher que Merkel. D'accord. Donc là-dessus, je pense qu'elle n'arrivera pas à le battre. Le vrai sujet, c'est qu'est-ce qui peut faire que les électeurs de droite, du centre droit, de la droite républicaine traditionnelle voteraient un candidat issu de LR ou culturellement de LR, type Xavier Bertrand, plutôt que Emmanuel Macron. C'est ça la vraie question. Et j'entends ce qui se passe à droite avec Zemmour, avec d'autres candidats hors les murs, mais le cœur de l'électorat qui peut faire balancer la machine électorale, il se situe au centre droit. Au centre droit, il y a Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est très confortablement installé au centre droit, en gros en ayant constitué aujourd'hui une base qui est très solide, qui est constituée par moi ce que j'appelle le bloc bourgeois, et ce bloc bourgeois, il mange très largement sur les électeurs traditionnels des Républicains. C'est quoi le bloc bourgeois? C'est en fait les Français qui n'ont pas envie que ça change, parce qu'ils veulent conserver la valeur de leur épargne, la valeur de leur patrimoine immobilier, et qu'effectivement, toute réforme qui irait vers plus de solidarité, vers plus de social, mettrait en danger, voilà. Et que par ailleurs, ces gens-là sont européens, non pas par conviction, mais par intérêt. Voilà. Donc, le bloc bourgeois, c'est un bloc qui vote pour ses intérêts. Voilà. Et toute la problématique de l'élection présidentielle, c'est que vous avez un bloc populaire qui a l'habitude de voter contre ses intérêts. Le vrai sujet pour l'électorat et pour les Républicains, c'est comment reprendre ce bloc bourgeois qui est parti chez Macron. Et bien ça passe par un programme qui va, d'une certaine manière, cliver avec Macron, mais pas sur la sécurité, pas sur l'immigration, pas sur ce que veut faire Wauquiez ou Zemmour. C'est pas là que ça va se jouer. Ça va se jouer, par exemple, sur la fiscalité. Et typiquement, on attend les propositions de Xavier Bertrand ou de Valérie Pécresse sur la fiscalité. Et là-dessus, Emmanuel Macron est très très bien installé. Il a des outils qui sont en place et il attend de voir venir ses adversaires. Guillaume Bernard, quel est l'espace pour le ou la candidate de droite? On parlait, vu le programme économique d'Emmanuel Macron, l'espace, il n'est pas énorme. Et est-ce que l'espace politique, ce ne serait pas un retour vers un certain souverainisme, faire du Montebourg mais de droite? Alors moi, je suis à la fois d'accord avec ce que vient de dire Nicolas et avec l'hypothèse que vous venez d'évoquer, Philippe. C'est-à-dire que l'espace politique de la droite orléaniste, hein, si on reprend, je dirais, la classification de René Raymond, cet espace politique-là, il est déjà effectivement occupé par Emmanuel Macron. Et donc, par conséquent, il me semble que pour qu'un candidat qui ne soit pas du Rassemblement national ou qui ne soit pas de la droite hors les murs puisse s'imposer, il me semblait que c'était plutôt la ligne Wauquiez qui aurait ses chances que celle de Xavier Bertrand, sauf à considérer que Xavier Bertrand va réussir, dans le fond, à siphonner l'électorat macroniste et peut-être même occuper l'espace de Macron si jamais Emmanuel Macron était dans la capacité de se représenter. Moi, il me semble que l'une des hypothèses que l'on doit envisager, c'est qu'Emmanuel Macron ne puisse pas être candidat et que dans ce cas-là, effectivement, Xavier Bertrand table sur cette possibilité-là. Mais si Emmanuel Macron est candidat, évidemment, l'espace politique de Xavier Bertrand est extrêmement ténu. Pour vous, il y aura Guillaume Bernard d'abord, Nicolas Corato après, c'est la dernière question, on fait une courte pause. Il y aura 1 ou 2 candidats de la famille politique de droite modérée, comme on dit aujourd'hui. Guillaume Bernard. Issus de LR, il n'y en aura vraisemblablement qu'un seul. Je crois que les militants de base, si j'ose dire, les militants naïfs ou contrairement aux cadres cyniques, s'imaginent qu'ils auront un candidat issu de la primaire. Moi, je tablerais plutôt, je joue une hypothèse sur le fait qu'il y aura une combinaison entre Xavier Bertrand et le candidat issu de la primaire, et donc il n'y aura qu'un seul candidat
pour essayer de battre Emmanuel Macron. Nicolas Corato. Moi, je vais répondre autrement, mais ça revient au même. Je pense que Xavier Bertrand ne se retirera pas. On ne se retire pas d'une course à la présidentielle quand on est à 17% dans les sondages selon certains instituts. Il est beaucoup trop haut et beaucoup trop en dynamique, donc il ne se retirera pas. Donc la balle est dans le camp des Républicains, c'est-à-dire perdre en présentant quelqu'un contre Xavier Bertrand ou trouver un arrangement avec Xavier Bertrand. Verdict sur Twitter. Xavier Bertrand, oui, chez les jeunes LR, peut-il être encore candidat avec le soutien des Républicains? Vous êtes 94,9% à dire non. Nicolas Corato vient de parler des sondages, c'est notre second débat. Vous avez vu les sondages qui mettent très largement Marine Le Pen et Emmanuel Macron en tête, nous promettant un bis repetita de 2017. Croyez-vous les sondages qui donnent Macron et Le Pen largement en tête pour 2022? Pour le moment, vous êtes 88% à dire non. Vous voulez réagir? Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 pour échanger avec Nicolas Corato et Guillaume Bernard. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Et en ce lundi, ce sont les vraies voix de la politique avec Nicolas Corato, fondateur du comité de réflexion Place de la République, auteur du livre Grande plaidoirie et grand procès, l'art de l'éloquence depuis le 15e siècle, publié chez Heredium, et Guillaume Bernard, politologue, co-auteur de L'Empereur et les brigands. L'empereur, c'est évidemment Napoléon Bonaparte, aux nouvelles éditions latines. C'est un sondage IFOP fiducial pour LCI qui place Emmanuel Macron et Marine Le Pen largement en tête à 7 mois du premier tour. Selon les cas de figure et les autres candidatures, le chef de l'État oscille entre 24 et 29%, quand la candidate du Rassemblement national se situe entre 24 et 27%. Loin devant Xavier Bertrand avec 17% et Valérie Pécresse avec 14%. À droite, Jean-Luc Mélenchon rassemblera entre 8 et 10% des suffrages, Anne Hidalgo entre 7 et 9, le ou la gagnante de la primaire écologiste entre 7,5 et 8. Pourtant, après la double déroute de LREM et du RN au régional, nombreux sont ceux qui doutent d'un tel écart. Croyez-vous les sondages qui donnent Macron et Le Pen largement en tête pour 2022? Eh bien, vous êtes 87,5% à dire non sur Twitter. Nicolas Corato, est-ce que vous y croyez à Macron et Le Pen aussi haut, surtout après la double débâcle des régionales? J'ai l'impression que nous voulons tous ne pas y croire. Et c'est ça qui m'interroge entre ce qu'on entend, on va dire, dans la rue, ou quand on parle, quand on écoute vos auditeurs, quand on lit certains journaux, dans tous les milieux, c'est que personne ne veut de ce second tour qui est simplement un non-débat. D'ailleurs, on espère qu'on ne subira pas le même débat qu'en 2017. La difficulté, c'est qu'effectivement, les sondages, quels que soient les instituts d'opinion, sont sur la même rengaine, c'est-à-dire deux candidats qui sont très très hauts devant les autres et très très loin des autres. C'est Macron-Le Pen ou Le Pen-Macron en clair? Moi, je pense que les sondages, il faut qu'on arrête de les lire de manière statique. Il faut les regarder un peu en dynamique. Ce qui change dans ces sondages, c'est les rangs du bas. Là, il se passe beaucoup de choses. À droite, comme à gauche, il y a énormément d'activités et énormément de changements d'opinion sur l'offre politique pléthorique. Et ça, je crois que c'est ça qu'il faut souligner, c'est que, moi je vais peut-être déplaire à certains de vos auditeurs, mais je pense que est en train de se constituer sous nos yeux, pour la première fois depuis longtemps, une offre politique très intéressante, parce que très clivante et très différente, avec des candidats pro-européens, des candidats anti-européens, des candidats souverainistes, des candidats écologistes, une offre différente à droite, une offre différente à gauche, et que j'ai l'impression que c'est de là que va peut-être naître l'intérêt pour le débat. Donc ça bouge beaucoup, je dirais, en bas du score. Au-dessus, il n'y a rien qui se passe. Mais des sondages, c'est une dynamique. Donc rien qui se passe, c'est pas bon. Parce que ça veut dire qu'on ne voit pas vraiment ce qu'il y a dans l'épaisseur du trait. Certes, le trait est très épais. Très épais. Non, mais c'est au stabilo, mais on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur du trait. En revanche, on voit très bien ce qui se situe en dessous et ce qui est en train de se passer en dessous. Donc, je pense qu'il y a, et quand vous regardez les études qualitatives, c'est-à-dire celles où on fait parler les gens, pas celles où on les interroge pour cocher, oui, là, il y a beaucoup de questionnements, et beaucoup de questionnements sur la phase du second tour et sur l'idée de ne pas reproduire ce qui s'est passé en 2017. Donc, j'ai envie de dire, regardons ce sondage en dessous, oublions les deux premiers, et on verra dans les semaines ou les mois qui viennent, en dynamique, comment ils évoluent. Guillaume Bernard. Eh bien, écoutez, je suis quasiment d'accord avec tout ce que vient de dire Nicolas. J'ai l'impression que la gauche va gagner cette élection. Alors là,
Bon, là, en revanche, évidemment, je ne serais pas tout à fait d'accord, parce que là, pour le coup, si on regarde les rapports de force entre les blocs, même s'il y a différentes droites, une droite orléaniste, populiste, etc., bon, il y a quand même 2 tiers, 1 tiers. Bon, donc là, pour le coup, je ne crois pas que la gauche pourra l'emporter. Mais en revanche, plusieurs éléments. Premièrement, quand les auditeurs de Sud Radio disent qu'ils ne croient pas les sondages, je crois qu'en fait, ils répondent plutôt à la question qu'ils ne souhaitent pas qu'il y ait de nouveau ce second tour. Voilà. Et on sait qu'il y a environ 80% des Français qui ne souhaitent pas de revoir le second tour de 2017. Ça, c'est très clair. Bon, la seule chose, c'est que les sondages, même s'ils peuvent se tromper, parfois, ils sont quand même faits d'une manière professionnelle. Et là, c'est un point que Nicolas a abordé tout à l'heure qui est très important, c'est que pour pouvoir bien analyser les sondages, il faut prendre en considération 2 choses. 1, il y a des marges d'erreur. C'est-à-dire qu'aux alentours de 20%, lorsque c'est un échantillon représentatif de 1000 personnes qui étaient interrogées, la marge d'erreur est de plus ou moins 2,5. Donc voilà, il faut bien se rendre compte que le chiffre qui est donné est un chiffre qui peut être très au-dessus ou un peu en dessous. Bien, premier élément. Deuxième élément, et c'est le plus important, ce sont les courbes. Il faut regarder les courbes. Rappelez-vous ce qui s'est passé en 2017. Jean-Luc Mélenchon n'a cessé de progresser, tandis que Benoît Hamon n'a cessé de descendre. Au final, Hamon plus Mélenchon, c'était 25% au début de la campagne. À la fin de la campagne, c'était aussi 25%. Simplement, c'est les rapports de force entre les deux qui ont changé. Donc, Mélenchon, je rappelle, Mélenchon a fait le triple des voix de Hamon, 18 contre 6. Absolument. Voilà. Exactement. Mais simplement, ce sont les dynamiques et donc les courbes. Et le problème aujourd'hui, c'est que nous avons des candidats déclarés, Marine Le Pen, un candidat vraisemblable, Emmanuel Macron. Tous deux sont sur des spectres politiques qui sont clairement identifiés, pro-européen pour l'un, anti-européen pour l'autre, libéral pour l'un, plutôt protectionniste pour l'autre. Donc, les électeurs peuvent facilement s'identifier. Le problème, c'est que on ne sait pas encore qui sera véritablement candidat en janvier ou en février. Est-ce qu'il y aura effectivement des candidats qui auront disparu ? Valérie Pécresse qui se sera finalement ralliée à Xavier Bertrand ou l'inverse ? Je n'en sais rien. Bon, c'est plutôt la première hypothèse qui semble réaliste. Bien. Donc on ne sait pas encore qui sont les candidats. Et donc par conséquent, il est logique qu'il y ait 2 gros blocs qui apparaissent, puisque Mélenchon s'est un peu décrédibilisé avec son adhésion ou son acceptation du communautarisme. Les 2 blocs qui apparaissent cohérents, c'est le bloc de la grande coalition droite-gauche modérée Macron, le bloc contestataire de Marine Le Pen. Ces 2 blocs-là apparaissent comme cohérents, ils apparaissent donc en tête. Mais pour autant, on ne sait pas encore qui sera véritablement candidat et on ne sait pas donc quels seront véritablement les rapports de force. Et puis la campagne peut jouer. Il peut y avoir évidemment des gens qui vont se révéler efficaces, en connexion avec l'opinion publique. Et donc par conséquent, c'est normal qu'aujourd'hui Emmanuel Macron et Marine Le Pen apparaissent en tête, mais rien n'est certain. On peut parfaitement avoir un second tour où l'un ou l'autre n'y serait pas, voire peut-être les 2. Nicolas Corato, quand on regarde le sondage, si on fait Mélenchon plus Hidalgo plus le ou la gagnante de la primaire écologiste, ça va au 2e tour. Ça tourne aux alentours de 3 fois 9, 27 en moyenne, donc ça va au 2e tour. Est-ce qu'on pourrait envisager, comme en 74, mais ça n'a pas été gagné en 74, un candidat ou une candidate unique de la gauche? Vous voyez, même moi, j'aurais pas osé la faire, cette addition, Philippe. Certains osent tous, c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît, et je me compte dedans. J'ai hésité, je me suis dit, allons-y sur la mauvaise foi, faisons l'addition. Malheureusement, alors, vous avez raison, cette addition, elle porte quand même un symbole, c'est la responsabilité de ces dirigeants de gauche qui sont incapables de s'entendre. Après, elle porte aussi un autre symbole, c'est le symbole des gauches irréconciliables. Je ne vois pas aujourd'hui comment
À la limite, Anne Hidalgo peut trouver un accord avec les écologistes, quoique c'est toujours compliqué avec les écologistes. Mais rien que pour la mairie de Paris. Je ne vois pas aujourd'hui dans la situation actuelle comment un accord pourrait être trouvé entre la gauche, je dirais, qu'on a longtemps appelée faussement de gouvernement, et Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'il y a une hypothèse Jean-Luc Mélenchon à gauche qui fait qu'aujourd'hui, cette idée qu'un candidat pourrait, en additionnant les intentions de vote des uns et des autres, arriver au second tour est proprement impossible. En revanche, ce qui n'est pas impossible, c'est que Jean-Luc Mélenchon refasse une partie du chemin qu'il avait fait en 2017. Et quand on parle de dynamique, moi je note, alors c'est encore une fois dans l'épaisseur du trait, mais si je compare avec les sondages précédents, le seul candidat à gauche qui progresse, et qui est passé de 6,5 à 8, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que bien qu'attaqué, bien que mis en cause, bien qu'ayant toute la gauche, je dirais, traditionnelle contre lui, Jean-Luc Mélenchon continue à progresser. Alors certes de très bas, mais il progresse. Donc malheureusement, ça ne se joue pas sur une addition, ça se joue encore une fois sur des dynamiques, sur des rapports de force. Je suis tout à fait d'accord avec Guillaume. C'est ça qui est important et c'est ça qui fera la différence. Je pense que la gauche, moi je suis persuadé que la gauche peut gagner cette élection. Mais ça se joue sur un candidat et ça se joue sur un projet et un programme. En 74, il y avait eu l'union Mitterrand-Marchais-Fabre. Guillaume Bernard, vous croyez aujourd'hui à une union, Hidalgo, Mélenchon, Rousseau ou Jadot? Je n'y crois pas trop. Et puis, ça présente aussi le risque, tout simplement, de ce que l'addition ne fasse pas le score espéré. C'est-à-dire que vous avez quand même un certain nombre d'électeurs qui veulent voter Mélenchon, qui veulent voter pour les Verts, mais qui ne souhaitent peut-être pas voter pour un candidat commun qui leur paraîtrait comme étant trop édulcoré. En fait, toute la question est de savoir quel est l'espace politique et quel est, je dirais, le camp qui doit être rassemblé. Au premier tour, on rassemble son camp, au second, on élargit. Si un candidat de gauche devait atteindre le second tour, oui, évidemment, ce candidat-là pourrait gagner la présidentielle. Face à Marine Le Pen ou face à Macron ? Je crois que toutes les hypothèses sont possibles. Regardez, lorsque on regarde le second tour hypothétique entre Macron et Le Pen, en fait, Marine Le Pen progresse, non pas parce qu'elle a plus de voix, mais tout simplement parce que vous avez des électeurs de gauche qui n'iront pas voter pour Emmanuel Macron, et donc mécaniquement, si vous avez moins de report sur Macron, il baisse et donc l'autre candidat monte. Donc oui, tout est envisageable. Simplement, plus un candidat est extrême sur le spectre politique, moins évidemment il est susceptible de pouvoir rassembler. Et c'est bien pour cela que Xavier Bertrand à droite ou Anne Hidalgo à gauche, évidemment, espère que Emmanuel Macron sera en difficulté et pourquoi pas qu'ils pourront le remplacer au second tour. Et maintenant, oui. L'espace politique, aujourd'hui, le spectre politique, il est très largement, majoritairement à droite. Et donc, moi, je tablerais plutôt pour un second tour opposant un candidat de droite à soit Emmanuel Macron, soit Marine Le Pen. Vous êtes d'accord avec ça, Nicolas Corato ? Oui. Bertrand Le Pen ou Bertrand Macron ou Pécresse Macron ou Pécresse Le Pen ou... Bertrand Macron, c'est deux candidats de droite, face à face. Donc oui, on est aujourd'hui dans une... je dirais, dans une lutte idéologique qui est très, très favorable à la droite. Après, tout dépend encore une fois du thème qui sera celui de cette élection présidentielle. Et ce qu'on ne voit pas encore arriver dans les sondages, c'est effectivement les thèmes de préoccupation premiers. Vous savez, une élection présidentielle, ça se gagne souvent sur un thème d'ailleurs que personne n'avait vu arriver. En 2002, personne n'avait vu arriver le thème de la sécurité. Même les plus fins sondeurs. Il y a Bernadette Chirac qui avait le nez suffisamment fin pour avoir décelé ça. Donc, on ne sait pas encore quel va être le thème. On est dans une situation exceptionnelle dans ce pays avec la pandémie. Donc, tout est possible sur le thème. Je prends un exemple qui, pour moi, est très important. C'est le retour de l'inflation.
Le retour de l'inflation, c'est un sujet qui risque de peser très fort, notamment sur les questions de pouvoir d'achat des Français. Et rien ne dit que ce sont les thèmes de la droite qui seront les thèmes de l'élection présidentielle. Vrai sujet, et on aura le plaisir d'en débattre sur Sud Radio, dans Les Vraies Voix et dans d'autres émissions, notamment en compagnie de Nicolas Corato, fondateur du comité de réflexion Place de la République, auteur du livre Grande plaidoirie et grand procès, l'art de l'éloquence depuis le XVe siècle, publié chez Heredium, et Guillaume Bernard, politologue, auteur de L'Empereur et les Brigands aux nouvelles éditions latines. Merci à tous les deux. Verdict sur Twitter. Vous êtes 86,8% à ne pas croire les sondages qui mettent Macron et Le Pen largement en tête. Tout de suite, on va parler musique, on va même parler chansons dans l'excellente émission de notre ami Yvan Cujous, Le Loft. Son père est une vedette, il s'appelle Alain Souchon. Le fils a énormément de talent également, la preuve que les chiens ne font pas des chats. Pourtant, il s'appelle Ours. C'est tout de suite, c'est le Loft Musique de Sud Radio avec Yvan Cujous.